Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live consacré au séjour long avec scolarisation, donc 3 à 10 mois à l'étranger. Nous accueillons ce soir 5 intervenantes qui vont vous expliquer un petit peu en quoi consistent tous ces programmes. Mais avant de les accueillir et de vous les présenter, je vais vous faire une petite présentation de l'Office. Donc, l'Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatif est un organisme de labellisation. On décerne un label de qualité à 34 organismes de séjour linguistique et de voyage scolaire. Ces organismes se sont tous engagés à respecter des critères stricts et rigoureux dans leurs offres, que ce soit à la fois pour l'encadrement, la qualité des cours, l'hébergement proposé, le transport. Vous pourrez retrouver tous ces critères en détail sur notre site internet www.loffice.org, tout attaché, LO2FICE.org. Notre mission principale, bien sûr, est de contrôler le respect de ces critères qualité. Donc, on fait des audits sur site, sur place, avec des auditeurs indépendants. Et puis, notre deuxième mission, c'est de faire la promotion des séjours linguistiques, d'où ce live et le salon que l'on organise d'habitude en présentiel au lycée Henri IV et cette année sur une plateforme qui est dédiée et qui se déroulera le 13 mars. Donc, pour vous inscrire au salon, c'est une inscription gratuite. Il suffit de vous rendre sur le site salon.loffice.org. Voilà, donc je vais passer la parole donc à nos intervenantes. Je vais commencer peut-être par donner la parole à Victoria, qui est une jeune étudiante qui est actuellement en séjour de scolarisation. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Et puis, écoute, je te propose de nous raconter un petit peu ce que tu fais actuellement. Ça marche. Donc, bonjour, je suis en scolarité en Irlande donc pour une année. Et je suis en classe de transition year. Donc, c'est une classe un petit peu particulière qui est l'équivalent de la seconde première, où on va plus monter des projets et mettre en valeur des matières qui sont non académiques et essayer de trouver un chemin professionnel et mettre en valeur ses talents. Donc voilà, je suis hébergée en famille d'accueil, donc en totale intégration, et c'est top. En totale immersion. Immersion, oui. Ouais, super. La première question qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est qu'est-ce qui différencie ce type de programme d'un séjour linguistique classique? Je sais pas, qui veut prendre la parole parmi vous? Moi? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Marlène. Alors, le principe de l'immersion scolaire, c'est donc une immersion plutôt de longue durée dans une école à l'étranger avec des locaux, avec des natifs. À la différence d'un séjour linguistique plutôt classique qu'on va pouvoir faire l'été, en juillet, par exemple, d'une durée plus courte, de 2-3 semaines, et plutôt avec des internationaux. Donc, l'idée, c'est de vivre en immersion totale le plus possible. Et lorsque tu dis, Marlène, de longue durée, c'est-à-dire? Alors, on peut être sur une durée de 3 mois, un trimestre, 5 mois, un semestre, ou une année scolaire. Même plus longtemps, mais en gros, c'est de la demande qui nous est souvent faite par des collégiens et lycéens. Et quelles sont les destinations? On sait que Victoria est partie en Irlande, mais quelles sont les destinations possibles? Alors, toujours les pays anglo-saxons nous sont le plus demandés. Donc, le Royaume-Uni, l'Irlande en Europe, les États-Unis, le Canada. En hémisphère sud, on a la possibilité d'envoyer des jeunes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud également. Donc, ça, c'est pour les pays anglophones. Hein. Oui, également des pays hispanophones, donc l'Espagne, bien sûr, l'Amérique latine, des pays germanophones, l'Allemagne surtout, et enfin quelques pays exotiques comme la Scandinavie, auxquels on ne pense pas nécessairement, mais donc la Finlande, le Danemark, la Suède, où il s'agit d'apprendre la langue locale, mais on a toujours recours à l'anglais puisque l'anglais est assez largement parlé dans ces pays. Voilà pour le tour du monde. Wow. À quelle période on peut partir? C'est-à-dire quand partir finalement?
Bah, je vais reprendre un petit peu. Quand partir, en fait, on peut partir dès 13 ans, à peu près, pour tous les organismes, et jusqu'à 18 ans environ. Donc, en gros, du fin de collège jusqu'au lycée. Et on peut partir, comme le disait Marlène, sur des semestres ou de l'année scolaire ou même un trimestre. C'est possible même l'été, justement, sur l'hémisphère sud, tout ce qui va être Australie, Nouvelle-Zélande, parce que eux sont scolarisés, par exemple, pendant que nous, on est en vacances scolaires l'été. Donc, ça permet de partir même un semestre sans mettre d'année entre parenthèses, en fait, dans sa scolarité en France, quoi. D'accord, donc ce sont des programmes qui sont ouverts toute l'année finalement. Ah bah oui, puisqu'en général, si on part une année scolaire, on va partir en gros de septembre à juin, quoi. D'accord. Et actuellement, avec le Covid, on peut partir dans toutes ces destinations? On peut partir dans beaucoup de destinations. C'est-à-dire que certaines destinations n'ont pas encore réouvert, mais il y en a beaucoup qui sont possibles. Les USA sont possibles, le Canada est possible, l'Angleterre, l'Irlande, etc. Et puis quand on a vraiment une envie sur un projet en particulier, bah, on va se lancer dessus. Et puis si jamais le pays rouvre pas à la date de départ, on va essayer de trouver une solution alternative, quoi. Avec les organismes, on a l'habitude maintenant. Ça fait 1 an qu'on suit vraiment, qu'on se met à jour, qu'on se tient au courant des ouvertures, des fermetures des pays, des réglementations obligatoires, des quarantaines à faire, etc. Donc on est au top au niveau accompagnement là-dessus. Et puis on a aussi tout ce qui est annulation ou report qui sont possibles. Tous les organismes ont mis en place des conditions particulières en fait pour cette année par rapport au Covid justement. D'accord. Victoria, je reviens un petit peu vers toi. Comment ça se passe pour toi par rapport justement au Covid actuellement? C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors, j'ai commencé mon année en présentiel et maintenant je suis en distanciel jusqu'au 12 avril. Et donc après, je vais reprendre en présentiel. Mais c'est un petit peu particulier, c'est différent, mais ça reste cool. Ok, et donc ce sont des séjours de scolarisation. Comment ça se passe finalement à l'école? Ok, alors à l'école, on a différentes matières, donc on peut choisir certaines matières, ce sont celles où on est le plus intéressé. Et donc moi, vu que je suis en transitionnaire, j'ai pas mal normalement, donc si on était en présentiel, d'activités en dehors et pas seulement dans l'enceinte de l'école. Et on a l'équivalent de 9 créneaux horaires de cours par jour de 40 minutes. Donc, ça peut être de la photographie, du business. Enfin, c'est en soi les mêmes matières qu'en France, avec parfois photographie qui peut être atypique. Ouais. D'accord. Et Angelina, en général, comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu peux compléter peut-être? Oui, alors du coup, merci Victoria, parce que je crois qu'on ne peut pas faire plus concret comme témoignage. En plus, je crois que tu portes même ton uniforme là, de ton école avec l'écusson. Et c'est vrai que pour la scolarisation, ce qu'on va demander aux jeunes qui va être scolarisés, soit dans une école privée, dans une école publique. D'ailleurs, c'est souvent l'école qui dépend quand même du domicile de la famille en général. On va demander aux jeunes de vivre dans la peau d'un ado irlandais, américain, avec les mêmes interdictions, les mêmes obligations, porter l'uniforme, comme elle le fait là aujourd'hui, Victoria, et puis suivre le rythme tout à fait classique d'une journée de classe. Hein. On part sur un 8h, 14h ou 8h, 15h en fonction des pays. Ouais. Et on suit la vie associative aussi de l'après-midi lorsqu'il y a des activités qui sont proposées par les établissements scolaires. Ça veut dire aussi aller jusqu'à forcément fournir le travail scolaire, être assidu, avoir un rapport scolaire. D'ailleurs, c'est toujours aussi valorisant pour le retour. C'est vraiment suivre tout ce qu'on peut imaginer pour un ado et en tirer aussi tous les bénéfices, parce que c'est aussi découvrir toute cette partie scolaire du pays, en tout cas. Super. Les jeunes sont hébergés en famille, c'est bien ça? Oui, si tu veux, je reprends la parole sur ce point. Ouais. En fait, il y a 2 modes d'hébergement. À l'étranger. Le plus souvent, c'est en effet un hébergement en famille, et on peut aussi avoir un hébergement en internat. Donc, l'hébergement en famille, ça se passe dans une famille qui habite à proximité de l'école, on va dire entre 15 minutes et 45 minutes au plus loin de l'école, en bus, à pied ou en voiture ou en vélo.
Les familles sont recrutées, sélectionnées, vérifiées par des coordinateurs locaux qui souvent travaillent pour les écoles ou les académies scolaires ou nos partenaires. Donc, ils visitent toujours les gens à domicile. Donc, on visite l'hébergement, vérifier que tout est sain et conforme. Ils ont des entretiens poussés avec les parents, entretien de motivation pour comprendre pourquoi ils veulent recevoir des étudiants étrangers, est-ce qu'ils l'ont déjà fait, est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes à l'étranger. On les prépare à l'expérience, on leur explique leur rôle, leurs responsabilités. Ils vont être en charge d'étudiants mineurs dans le cas présent, et donc c'est voilà un engagement total. Et ils le font parce que ils ont envie d'un échange culturel pour eux-mêmes. Voilà, ils ont envie d'accompagner un jeune dans cette expérience. Donc, on a ce coordinateur local qui va contrôler la famille, la sélectionner, lui permettre de choisir un jeune parmi tout un tas de profils. Et le coordinateur va surtout assurer un suivi pendant le séjour. Suivi pour la famille, en cas de difficultés relationnelles, en cas de problèmes de santé, en cas de difficultés scolaires, et un suivi pour le jeune également. Donc, les familles peuvent être bénévoles ou indemnisées. Ça va dépendre un peu des pays, des visas, des organismes. Ça change pas grand-chose à leur motivation d'une manière générale, puisque c'est un point qui est très important dans la sélection. Si un point important, c'est la composition familiale. Souvent, on nous demande quel est le profil des familles. Alors, un profil type, il n'y en a pas. Ça peut être un couple avec des enfants, jeunes ou ados. Ça peut être une famille monoparentale. Plutôt souvent une mère et ses enfants, un couple de jeunes retraités, par exemple d'anciens professeurs de l'école, une personne seule, c'est plutôt rare, mais ça peut se présenter dans certains cas, et ils accueillent un jeune, voire deux jeunes, mais jamais de même langue, évidemment. Donc on peut imaginer un français, un espagnol, un français, un japonais. Voilà, donc ça c'est le premier mode d'hébergement le plus souvent répandu. Le jeune peut choisir sa famille ou c'est la famille qui choisit le jeune? C'est la famille qui choisit le jeune. Après, le coordinateur qui est chargé du placement essaie de trouver quand même un certain nombre d'affinités. Peut-être des centres d'intérêt, un parcours de vie, mais d'une manière générale, il faut être prêt à la découverte et à l'aventure humaine aussi, parce que de toute façon, on vivra pas de la même façon que chez soi. Même en France, toutes les familles sont différentes, donc il faut partir avec voilà vraiment cette ouverture d'esprit et cette humilité, et être prêt à engager la conversation, à prendre sa part de l'expérience. Ça c'est très important. Bon, bien sûr, on va valider un certain nombre de points pratico-pratique, je dirais. Un jeune allergique aux animaux, va peut-être pas être placé dans une famille avec chat et chien. On va tenir compte des régimes alimentaires particuliers, ce genre de choses. Et puis, il y a un contact qui est établi entre la famille et le jeune avant départ, qui rassure tout le monde et permet de se préparer à l'expérience. D'accord. Super. Et donc, il y a un deuxième type d'hébergement, c'est ça? Exactement. Un peu moins répandu, qui est l'internat. Cette formule est souvent proposée au Royaume-Uni, en Irlande ou aux États-Unis. Donc là, le principe, c'est qu'on vit à l'école 7 jours sur 7, H24. Le soir et le week-end, on est hébergé dans des maisons ou des étages sur le campus. L'avantage pour les jeunes, c'est d'être avec d'autres jeunes sensiblement du même âge, plutôt des internationaux que des locaux, il faut le dire. L'objectif aussi, c'est d'avoir accès à tous les équipements du campus, équipements sportifs, salles d'art plastique, de musique à tout moment, et d'être dans une formule un peu plus standardisée, dans le sens où voilà, les chambres sont normées, il y a des critères pour les salles de bain, il y a toujours du personnel très professionnel, très qualifié pour s'occuper des internationaux en particulier. Donc je dirais qu'il y a des avantages sur les deux formules. Après, il faut trouver ce qui convient le mieux. Parfait. Victoria, comment ça s'est passé quand tu as rencontré ta famille, quand tu es arrivée? Alors ça s'est bien passé, mais j'aimerais rajouter juste un petit point. J'ai changé de famille. Et effectivement, je pense que c'est important de savoir avant de partir que ça peut ne pas correspondre exactement et qu'il y a toujours en fait la possibilité de demander à changer et de trouver une solution. Et je pense que c'est hyper important et surtout c'est super rassurant pour le jeune, quoi. Enfin pour moi en tout cas, ça a été super rassurant.
Et je rappelle que les organismes labellisés par l'Office s'engagent, en cas de problème justement avec une famille, à changer le jeune dans des délais extrêmement courts. Totalement. Ouais. Donc ça se passe super bien maintenant. Et donc avec ta deuxième famille, donc ça se passe bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, ça se passe super bien. Comment ça se passe? Oui, alors on dîne tout le temps ensemble, on mange ensemble parce que du coup je suis pour l'instant en distanciel. Et alors on parle tout le temps anglais évidemment, donc au départ c'est compliqué, mais on s'habitue vite. Et puis il faut vraiment demander quand on comprend pas. Enfin moi c'est tout ce que je fais, je demande des explications. Et puis non, c'est cool parce qu'il y a vraiment un échange en fait. Et baigner dans la culture, c'est super riche. Et tu es partie avec un niveau d'anglais assez élevé ou... Alors, Parce que ça doit être quand même assez stressant de se retrouver comme ça dans un contexte où on n'est pas forcément à un bon niveau au départ. Donc, ouais. Alors non, vraiment, j'avais un bon niveau, mais enfin, c'était pas excellent. Par exemple, comparé à des exchange students allemands, c'est pas du tout. Enfin, il y a vraiment une différence. Et non, vraiment, mon niveau était pas excellent. Je suis partie, j'avais du mal à m'exprimer, surtout que quand on est stressé, c'est toujours plus compliqué. Donc, je pense que non, en fait, on apprend très vite aussi, à force d'écouter, de vivre tout le temps avec les gens, on finit vraiment par comprendre, même si au départ, oui, c'est difficile de parler, de s'exprimer, mais on trouve toujours une solution. Super, merci beaucoup Victoria. Moi, j'aimerais savoir quels sont les bénéfices de ce séjour, de ce type de séjour. Je sais pas, qui veut... Moi, je peux répondre. Et puis après, Victoria pourra peut-être nous dire aussi ce qu'elle en a retiré elle. Sur les programmes scolaires, vraiment, le linguistique, forcément, comme disait Victoria, au bout de quelques mois, on parle vraiment déjà très très bien. Puis à la fin d'une année, ce sera vraiment courant. On va aussi prendre beaucoup en confiance, en maturité pendant cette année, parce que c'est pas facile de partir même un semestre ou une année loin de ses parents. On découvre beaucoup sur soi-même, sur les autres en même temps. Ça montre aussi, ça permet une certaine ouverture, sa capacité d'adaptation aussi sur place. Il y aura des challenges un peu quotidiens, je pense les premiers jours à l'école, ce genre de choses. Et puis, on prend bien sûr en autonomie, en indépendance. Pour les étudiants, on en a pas mal aussi. Ça va permettre d'affirmer, par exemple, leur choix aussi en orientation. Parce qu'on part pour la langue, mais on parle aussi des fois, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire plus tard. Et donc, partir un an permet de se connaître soi-même un petit peu mieux, de voir si ce qu'on avait envie de faire plus tard, c'est toujours le cas, ou si on n'a aucune idée. Des fois, donner des pistes aussi sur qu'est-ce qu'on aurait envie de faire, en fait. Donc, il y a plein d'aspects qui sont positifs dans cette expérience. C'est clair. Victoria, avant de partir, j'imagine que tu imaginais quelque chose. Maintenant que tu le vis, est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais, ce type de séjour? Oui, plus ou moins. Après, c'est aussi ça de partir, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et voilà, c'est un projet et j'essayais de pas trop justement m'imaginer quoi que ce soit pour pas être déçue. Mais non, là du coup, je suis pas du tout déçue et non, c'est une super expérience. C'est hyper riche. Ouais, c'est fort et puis en plus, on a la preuve qu'on est capable de se faire des amis. Partout du coup après et non, c'est pas juste linguistique, c'est se faire des amis. Oui, c'est prendre confiance en soi, effectivement, avoir une ouverture d'esprit et revenir et être quelqu'un d'autre, être toujours un peu soi, mais aussi un peu quelqu'un d'autre. C'est clair. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on doit se préparer à ce type de séjour? Moi, je peux répondre à ça parce que du coup, oui, il faut se préparer à ce type de séjour. On part généralement et très rarement du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en général à acheminer, mûri au sein de la famille, le jeune qui souhaite partir et puis aussi avec ses parents, bien entendu. Tout le monde est concerné par la décision finale.
Mais c'est vrai que pour le côté du coup pratico-pratique, là, comme on disait tout à l'heure, il faut, quand on a décidé de partir, il est quand même bien d'organiser le départ de France et de voir aussi, bien entendu, avec son établissement scolaire pour partir, mais aussi donc avoir l'autorisation, entre guillemets, de partir, organiser ceci, mais aussi surtout organiser le retour en France une fois que l'année ou le temps passé à l'étranger sera écoulé, de pouvoir réintégrer l'établissement scolaire en bonne et due forme. Voilà, donc ça, c'est une première chose généralement qui est mise en place par le participant et les parents, en plus de forcément échanger avec l'organisme sur la mise en place, sur les étapes à compléter pour organiser tout le déroulé, tout le process du séjour. Et bon, les organismes accompagnent généralement step by step, hein, étape par étape, la constitution du dossier, l'entretien, la préparation aussi au séjour. Hein, tout ça, ça fait partie du qualitatif. Et la préparation au séjour, elle peut se faire sous plusieurs formes aujourd'hui, mais on donnera systématiquement une boîte à outils bien complète à chacun des jeunes pour pouvoir partir armés et armés au maximum pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà les conseils, les recommandations. Et je pense que là, Victoria va pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il en a été pour elle et ce qu'elle en a retiré voilà, au moment M et peut-être aujourd'hui. Mais c'est vrai c'est important de se préparer à ça. Et bien entendu, la petite cerise sur le gâteau, c'est toujours d'échanger au maximum avec la famille d'accueil, peut-être avec son responsable local aussi à l'étranger pour pouvoir se projeter et aider à partir. Tout devient concret, tout devient réel et ça fait aussi partie de la procédure pour répondre aux questions pratiques. Hein. Je veux dire, si on parle avec sa famille d'accueil à l'étranger pour se projeter, elle va pouvoir répondre aux questions qu'on a, qui sont certes basiques, mais aussi très importantes pour pouvoir entamer son séjour sereinement. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à la préparation pour ce type de séjour. Victoria, comment tu t'es préparée, toi? Alors, comment je me suis préparée? Tout d'abord, du coup, on a contacté un organisme, on a pris le maximum d'informations, on a commencé les démarches et surtout les documents, remplir beaucoup de documents, remplir des questionnaires pour qu'ils sachent situer mieux qui on est et quelles sont nos attentes en fait et qu'ils aient une vision la plus précise. Je pense que c'est ça. Et j'ai eu un entretien aussi en visio où j'ai pu parler. J'ai eu un petit temps pour parler en anglais pour qu'ils voient aussi mon niveau d'anglais. Et puis tout s'est enchaîné en fait. Et puis je me suis retrouvée dans l'avion et voilà. Et le séjour commençait. C'était l'aventure. Super. Quels sont les prérequis à ce type de séjour? Alors, déjà en termes d'âge, on fait partir généralement les jeunes à partir de 12-13 ans sur la période collège et lycée, donc jusqu'à 18 ans. Certains organismes peuvent faire partir les enfants encore plus jeunes, mais en gros, c'est sur cette tranche d'âge-là. Parce que l'idée, c'est d'avoir un minimum d'anglais quand même pour partir. Les basiques, les fondamentaux pour survivre, être en capacité de comprendre un minimum, en capacité de s'exprimer un minimum. Et après, bon, évidemment, on progresse très vite. Au bout de quelques semaines, au bout de plusieurs mois, l'anglais n'est plus un souci, n'est plus un problème. Mais voilà, l'âge, le niveau d'anglais, le niveau scolaire académique aussi peut être important, c'est-à-dire qu'on cherche, les écoles étrangères cherchent des élèves assidus, impliqués, qui vont assister à tous les cours, respecter vraiment le règlement, prendre part à la vie académique et associative de l'école. Ils vont être considérés comme des étudiants normaux, donc il faut pouvoir montrer que déjà en France, on est un étudiant je dirais serein et qui fonctionne bien, qui marche bien. Alors en termes de notes, un 10, 12 sur 20 dans les moyennes principales, dans les matières principales, est exigé, équivalent C à l'étranger. Voilà. Mais je dirais que au-delà de l'anglais et du niveau académique, ce qui va surtout compter et ce qu'il va falloir démontrer, c'est sa motivation.
Il faut vraiment que le jeune soit partie prenante de l'expérience. C'est son projet, c'est lui qui va la vivre. Alors, au départ, ça peut être un projet, une idée des parents. Bien souvent, à cet âge-là, c'est plutôt les parents qui imaginent ce genre d'expérience pour leurs enfants. Mais il faut vraiment que le jeune adhère et ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a des jeunes qui savent dès 12 ans qu'ils veulent aller dans une école anglaise à l'Harry Potter et puis il y a des enfants, 16, 17 ans, voilà, ils ont enfin un déclic et ça peut se passer à ce moment-là pour eux. Donc, la motivation, l'implication sur place sont vraiment les requis. Oui, ce qu'on va attendre des jeunes. Parfait, c'était très clair, merci. Quelle assistance y a-t-il en cas de problème sur place? Parce qu'on espère évidemment que tout se passe bien, mais j'imagine que de temps en temps, il arrive des hicks. Moi, je vais reprendre comme disait Victoria tout à l'heure, ça peut arriver qu'il y ait des soucis, ça peut être avec la famille, ça peut être des soucis autres. Et en fait, sur place, justement, on en parlait aussi, il y a le coordinateur local qui est là pour faire les recrutements des familles, mais pour le suivi du jeune également. Donc, c'est une des premières personnes qu'on peut contacter parce que justement, elle est là, elle est sur le même créneau horaire que vous, et donc c'est assez facile, elle est dispo 24/24, 7/7, vous avez ses coordonnées. Et puis, vous avez aussi l'organisme avec lequel vous êtes parti, votre gestionnaire de dossier que vous connaissez, avec qui vous avez échangé pendant toute la préparation, qui est là pour vous soutenir aussi quand on a un petit coup de blues, quand on a une question, etc. On est dispo aussi 24/24, 7/7 pour répondre à tout ça. Et puis au-delà de ça, on a aussi l'assurance parce que en cas de problème médical, s'il faut aller chez le médecin, etc. Et s'il y a des questions par rapport à ça ou le rapatriement, ça peut être l'assureur aussi qui prend un peu le relais. On va passer la parole à Christine qui va nous faire un petit point justement sur toutes les assurances qu'il faut avoir avant de partir comme ça sur une longue durée à l'étranger. Tout à fait. Alors effectivement, quand on part en longue durée, en France, on a l'habitude effectivement de faire jouer sa carte vitale, sa complémentaire santé et autres assurances que les parents peuvent avoir à droite et à gauche. Par contre, il faut savoir quand on part, surtout pour des séjours de plus de 3 mois, il est important d'avoir au moins une couverture qui soit en adéquation avec les besoins et la longévité et la destination du séjour. Parce qu'effectivement, quand on en reste en Europe, on peut déjà continuer de bénéficier éventuellement de la carte européenne d'assurance maladie que vous pouvez demander dans certains cas. Mais pour les longs séjours, de toutes les façons, si vous partez sans assurance, ça risque d'être quand même assez problématique. Puisque là, normalement, au-delà de 3 mois, toutes les assurances françaises ne fonctionneront plus. Donc, la plupart des organismes, de toutes les façons, vous en parlent ou pour certains peuvent l'intégrer également dans le séjour, parce qu'il n'est pas question de se dire je vais rester malade. C'est pas possible. On peut pas laisser un jeune avec une otite, une grippe ou une entorse. C'est pas forcément des choses dramatiques. Donc aujourd'hui, les produits d'assurance qui sont proposés sur le marché pour ce type de séjour vont permettre aux jeunes déjà d'aller pouvoir se faire soigner. Donc de pouvoir même accéder pour certains produits à de la téléconsultation, donc d'avoir des consultations en visio avec des médecins français, non négligeables surtout parce qu'effectivement, comme disait Victoria, la capacité linguistique au début, même sur du médical, c'est pas forcément le vocabulaire qu'on acquiert à l'école. Et puis, on est déjà un peu mis à mal, donc de devoir en plus trouver dans le dictionnaire ou sur Google traduction, mon Dieu, comment je vais faire pour expliquer que j'ai mal au pied, une entorse ou je ne sais quoi. Donc là, au moins, ça peut être une amorce. Ça permet donc de pouvoir se faire soigner, d'être remboursé donc dans la plupart des cas au premier euro, c'est-à-dire en intégralité des frais, donc consultation, médicaments et autres prestations médicales. Donc on oublie, je dirais, le système français avec ses méandres de pourcentage divers et variés. Là, les compagnies d'assurance remboursent vraiment l'intégralité des factures qui seront présentées par le jeune. Et si dans le cas, c'était la famille d'accueil qui venait à avancer les frais, il est aussi possible avec une procuration de rembourser directement la famille d'accueil. Ça, c'est également envisageable. Pour les gros coups durs, sont intégrées également les prises en charge hospitalières.
Donc là, un plateau d'assistance est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui répond en multilingue, donc en français en priorité, mais est capable aussi de pouvoir répondre dans toutes les autres langues nécessaires. Et là, aucune avance de frais à faire. On permet donc la prise en charge directe. On permet également, dans des circonstances un peu particulières, de faire venir aussi un membre de la famille. Si on estime qu'effectivement, pour le moral du jeune, il est important qu'il y ait le père, la mère ou autre personne qui se rendent au chevet si c'est nécessaire. Donc, c'est également pris en charge par les produits d'assurance. Et si, pour X raisons, compte tenu que c'était un long séjour, il était préférable que le jeune rentre en France pour des soins, une convalescence et reparte après, c'est aussi également pris en charge par le contrat d'assurance. Donc là aussi, c'est important de le savoir. Il ne faut pas hésiter à questionner, à utiliser ce type de prestations. Parce que effectivement, ça fait partie et les organismes, tout est dispensé également en langue étrangère pour que les familles d'accueil aient aussi connaissance de ces pratiques-là et des produits d'assurance pour qu'ils puissent aussi, eux, réagir dans l'urgence, parce que des fois, on n'a pas forcément le temps de prendre contact avec le coordinateur local ou l'organisme en France ou les parents. Il faut agir vite et quand on sait comment il faut faire, la plupart du temps, des procédures sont mises en place pour expliquer exactement pour tel problème, je dois faire ça, pour tel autre problème, je dois faire ça, etc. On intègre aussi généralement des garanties responsabilité civile, vie privée qui sont aussi qui permettent en fait d'une couverture si jamais le jeune crée un dommage de façon non intentionnelle, que ça soit au sein de la famille d'accueil ou dans sa vie de tous les jours au collège, à l'internat ou autre. Donc ça aussi, c'est des prestations qui peuvent être importantes parce que on peut être dans une famille d'accueil et malheureusement, on peut endommager quelque chose, on se prend les pieds dans le tapis et puis on casse un vase ou autre chose. Donc là aussi, la compagnie d'assurance va pouvoir intervenir et a surtout l'habitude de le gérer en langue étrangère. Donc, ça permet de faciliter aussi la gestion et soulager le jeune qui, des fois, est quand même un peu mis à mal et se demande comment il va pouvoir faire pour gérer tout ça, sans compter que des fois, les parents n'ont pas non plus la connaissance linguistique pour pouvoir accompagner. Et que on est là aussi pour aider et faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Donc, ces produits d'assurance, ils sont vraiment importants. Ils vont accompagner le jeune tout au long de son séjour. Par exemple, si il y a des familles d'accueil qui peuvent se dire, tiens, on va profiter d'aller faire découvrir à notre hôte un autre pays, parce que des fois, ça peut arriver. On va continuer également de couvrir le jeune durant ce séjour ou ce petit voyage complémentaire. Donc ça aussi c'est important de le savoir et puis de faire les bonnes démarches et puis on est toujours à la disposition pour répondre aux questions des uns et des autres et généralement les assureurs qui sont partenaires des organismes ont un suivi, ont des personnes référentes qui elles aussi vont être joignables à tout moment pour pouvoir solutionner les problèmes et accompagner au mieux et faire du conseil personnalisé puisque des fois il y a des cas qui peuvent être un petit peu délicats à gérer. Donc ça, c'est vraiment un point qui fait partie du voyage aussi et qu'il ne faut surtout pas négliger. Puisque la santé est primordiale pour que le séjour se passe le mieux possible de toutes les façons. C'est sûr. Et puis, il faut effectivement que les parents soient rassurés de pouvoir envoyer leur enfant aussi loin et savoir qu'effectivement, si ça se passe mal, il y aura des solutions. Tout à fait. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter aussi qu'il y a des petites applis sympas qui facilitent la gestion des dossiers aussi quand il y a besoin? Oui, effectivement, certaines compagnies ont mis en place des applications qui vont permettre au fait aux jeunes d'avoir l'ensemble des garanties, de pouvoir géolocaliser tous les prestataires de santé, accéder à la téléconsultation que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir également le numéro du plateau d'assistance qui va être pré-téléchargé directement. Donc, il y a juste à appuyer sur le bouton rouge pour pouvoir accéder au plateau parce que des fois, en moment de panique, on ne sait plus bien où on a mis les documents. Alors que généralement, le téléphone portable, tout le monde l'a à disposition plus. Et aussi faciliter la gestion des demandes de remboursement puisque certains ont mis en place des solutions pour pouvoir les prendre en photo les factures et les envoyer directement au plateau de gestion pour un traitement sous 48-72 heures en fonction des demandes. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut, utiliser, qui sont vraiment des outils
il n'est pas obligé de les utiliser, mais au moins ça peut faciliter les choses et même aux familles d'accueil de pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe et facilement avoir accès à toutes les informations nécessaires. Super, merci beaucoup. Victoria, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui nous suit ce soir et qui aurait envie de partir? Ok. Alors déjà, je lui dirais de foncer malgré les appréhensions parce que juste c'est une opportunité énorme et tout le monde n'a pas la chance de vivre ça, donc vraiment de foncer. Et cela étant, je pense que vraiment c'est important de bien réfléchir et de se dire est-ce que je suis capable de vivre loin de ma famille, de mes amis? Est-ce que je suis vraiment capable de ça? Est-ce que ça serait la bonne année pour faire ça? Et oui, je lui terminerai par lui dire aie confiance en toi, va vers les autres, t'enferme pas sur toi, et puis tu vivras le meilleur des séjours. C'est sûr. Merci beaucoup. Pas vraiment de questions dans le chat. Donc, je vous remercie d'avoir participé, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le salon de l'Office aura lieu le 13 mars et que vous pourrez retrouver donc les organismes labellisés qui participent, dont les expertes qui étaient présentes ce soir avec nous. Inscription sur salon.loffice.org et en vous souhaitant une très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne continuation de séjour, Victoria. Merci beaucoup.